Des milliers d'officiers allemands ont été capturés par l'Armée rouge dans les derniers mois de la guerre. En quelques semaines, la majorité a été envoyée dans des centres de transit, d'interrogatoire et de camps où leur avenir était entre les mains de l'État soviétique. Aucun ne savait s'ils seraient jugés, exploités comme main-d'œuvre ou disparaîtraient sans laisser de traces. Le système fonctionnait selon une logique stricte. Chaque officier était classé, interrogé et séparé selon son rang, son unité et les opérations auxquelles il avait participé. Beaucoup ont été transférés au goulag, où le travail forcé et la surveillance permanente ont déterminé leur survie. D'autres ont affronté les tribunaux militaires soviétiques qui ont défini leur sort avec rapidité. La fin de la guerre n'a pas signifié la liberté pour des milliers de personnes. Ce fut le début de plusieurs années d'enfermement. Qu'est-ce qui a décidé du sort de ces officiers? Comment fonctionnait réellement le système soviétique qui les a retenus pendant si longtemps? L'effondrement du front de l'Est et la capture massive. Le début de l'encerclement soviétique. L'effondrement de l'Allemagne nazie sur le front oriental ne s'est pas produit de manière soudaine, bien que les derniers mois de la guerre aient donné l'impression que toute la structure militaire allemande s'était effondrée en même temps. Pour les officiers allemands, en particulier ceux postés dans les dernières lignes de résistance en Pologne, Prusse orientale et autour du fleuve Oder, la chute fut un processus continu, une chaîne d'événements qui a transformé l'Armée rouge en une puissance irrésistible. Depuis le milieu de 1944, l'offensive soviétique déclenchée après la destruction du groupe d'armées centre a créé une atmosphère dans laquelle des milliers d'officiers ont compris que la possibilité d'une retraite ordonnée était dépassée. Bien que les rapports de la Wehrmacht aient tenté de maintenir l'apparence de contrôle, la réalité opérationnelle était complètement différente. Des unités entières se retrouvaient isolées, les commandements supérieurs perdaient contact avec leurs subordonnés et l'infrastructure logistique s'effondrait sous l'avancée soviétique. À mesure que les lignes de communication allemandes se fragmentaient, les officiers observaient comment la discipline et la cohésion de l'armée s'érodaient. Beaucoup restaient fidèles à la chaîne de commandement. Mais d'autres commençaient à penser à leur survie personnelle avant celle de la continuité de la guerre. Dans cette phase critique, l'expérience de l'effondrement acquérait un caractère dual. D'une part, la sensation que l'ordre militaire qui avait soutenu le Reich pendant des années se désintégrait. D'autre part, la certitude que tomber entre les mains soviétiques aurait des conséquences potentiellement dévastatrices, surtout pour ceux liés à des unités qui avaient participé à des actions répressives ou à des exécutions de civils dans les territoires occupés. La capture n'était pas uniquement présentée comme la conséquence naturelle de la défaite, mais comme une menace personnelle. La propagande nazie avait alimenté pendant des années des images terrifiantes du traitement soviétique envers les prisonniers, en soulignant la brutalité de l'ennemi pour renforcer le moral allemand. Bien que la réalité ne fût pas identique à la vision propagandiste, la guerre à l'Est avait été si violente et si chargée de représailles que la peur existait avec raison. Les officiers savaient que leur rang ne les protégerait pas nécessairement, au contraire. Ils pouvaient être tenus pour responsables des atrocités commises par les troupes sous leur commandement, même s'ils n'y avaient pas participé directement. La notion de responsabilité collective, si présente dans la logique soviétique de l'après-guerre, amplifiait la peur parmi eux. Lorsque les lignes allemandes se sont complètement effondrées en Prusse orientale, des milliers d'officiers ont tenté de se diriger vers les ports baltes pour fuir par mer vers l'ouest. Les routes étaient remplies de colonnes mixtes, soldats épuisés, blessés transportés dans des camions improvisés, civils désespérés, restes d'unités qui conservaient à peine l'apparence d'un bataillon. Au milieu de ce chaos, l'armée rouge avançait avec une détermination implacable, pénétrant en profondeur et encerclant des régiments entiers avant qu'ils ne puissent se réorganiser. Les officiers capturés durant ces mouvements chaotiques se trouvaient souvent confrontés à une première réalité contrastant avec leurs attentes. Ils étaient rapidement désarmés, séparés de la troupe et soumis à un contrôle strict destiné à identifier leur grade, fonction et possible implication dans des actes criminels. Bien que les soviétiques fassent la distinction entre les prisonniers ordinaires et les officiers, le traitement initial était tout aussi dur. Les combats récents généraient des tensions élevées et parfois, les unités soviétiques qui procédaient aux captures venaient de découvrir des villages détruits, des fosses communes ou des preuves directes de crimes allemands, ce qui influençait leur attitude. La capture massive d'officiers dans les environs de Königsberg
au cours des derniers jours de l'offensive, exposaient des milliers d'entre eux à des conditions extrêmement précaires. Longues marches vers les centres de collecte, manque de nourriture, températures hivernales et l'incertitude de ne pas savoir où ils seraient emmenés. Ces marches constituaient la première étape vers un système de garde que les Soviétiques avaient perfectionné depuis les années 30. Un appareil d'identification, de ségrégation et d'utilisation des prisonniers qui fonctionnait en fonction des besoins politiques, militaires et économiques de l'État. Une fois arrêtés, les officiers étaient transférés vers des points de concentration improvisés où la priorité des Soviétiques n'était pas le confort des prisonniers, mais la collecte d'informations de base. La première inspection incluait l'examen des documents personnels, la confiscation de journaux, de cartes, d'insignes et de tout matériel pouvant avoir une valeur militaire ou politique. Pour de nombreux officiers, perdre leurs journaux ou carnets signifiait non seulement la perte de souvenirs, mais aussi la disparition de possibles preuves d'obéissance aux ordres supérieurs. Pour d'autres, la perte de ces documents empêchait les Soviétiques d'interpréter des annotations ambiguës comme des preuves incriminantes. À ce stade initial de la captivité, la situation émotionnelle des officiers variait selon leur expérience préalable et leur niveau de responsabilité. Certains conservaient une attitude de défi, s'accrochant au code militaire qui avait régi leur vie, d'autres adoptaient une posture de résignation pragmatique, conscients que la survie dépendait de ne pas attirer l'attention du NKVD. Il y avait aussi ceux qui tentaient de détruire des documents, de cacher des insignes ou d'adopter de fausses identités pour éviter d'être associés à des unités impliquées dans des crimes de guerre. Les Soviétiques, cependant, avaient accumulé de nombreux dossiers qui leur permettaient de vérifier l'identité et la fonction de beaucoup des prisonniers. L'arrivée des officiers capturés au centre de transit marquait la transition du chaos du champ de bataille vers un système plus structuré. Ces centres, administrés conjointement par l'Armée rouge et des organismes de sécurité, étaient conçus pour traiter rapidement de grandes quantités de prisonniers. La classification devenait plus méticuleuse. Les officiers étaient interrogés sur leur unité, leur position au sein de la structure de commandement et les mouvements récents de leurs troupes. Bien que beaucoup tentaient de minimiser leur rôle, les Soviétiques savaient que les officiers conservaient une vision claire du fonctionnement interne de la Wehrmacht. Les conditions dans les centres de transit étaient dures, surpeuplement, pénurie alimentaire, manque d'abri et la pression psychologique constante des interrogatoires. L'hiver 1945, particulièrement sévère en Pologne et en Prusse orientale, a aggravé la situation. Des officiers qui avaient passé des années dans des positions de commandement se retrouvaient maintenant à supporter des nuits à la belle étoile, partageant des baraquements bondés ou dormant sur des sols glacés. La hiérarchie militaire allemande, si rigoureuse en temps de combat, commençait à se diluer dans ce nouveau contexte. La transition des centres de transit vers les voies ferrées menant à l'intérieur de l'Union soviétique représentait le moment où les officiers comprenaient l'ampleur de leur situation. Les trains de marchandises devenaient un espace où la survie dépendait du soutien mutuel et de la résistance physique. Au cours de ces trajets, qui pouvaient durer des jours ou des semaines, les prisonniers commençaient à entendre des rumeurs sur les camps de travail, sur les régions glaciales où beaucoup étaient envoyés et sur les interrogatoires plus intenses qui les attendaient. À mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le territoire soviétique, le sentiment de s'éloigner définitivement du monde connu augmentait. Pour de nombreux officiers, la distance géographique devenait une métaphore de la distance morale et politique qui les séparait de l'avenir de l'Allemagne. Il ne s'agissait plus seulement de la défaite militaire, mais de l'ignorance totale quant au destin de leur famille, à la continuité du Reich ou à la possibilité de retourner un jour dans leur pays. À ce stade, la captivité devenait un processus intérieur autant qu'extérieur, un mélange d'incertitude, de peur et de lente acceptation que leur vie avait changé pour toujours. Des camps de transit à la machine répressive, le système soviétique de classification des prisonniers. Le processus auquel faisaient de face les officiers allemands après leur capture ne se terminait pas sur le champ de bataille, ni dans les enceintes improvisées où ils étaient initialement rassemblés. La machine soviétique chargée de traiter les prisonniers était conçue pour absorber, organiser et exploiter des dizaines de milliers de personnes, en utilisant des critères qui combinaient des intérêts militaires, de sécurité intérieure et de justice politique. Pour les officiers,
ce système représentait un changement absolu dans leur relation avec la structure du pouvoir. Ils passaient d'un membre d'une armée disciplinée, avec une hiérarchie clairement définie, à devenir des pièces dans un engrenage étatique qui les examinait avec une rigueur fonctionnelle, méfiante et orientée vers l'obtention du bénéfice maximal possible pour l'État soviétique. La première étape de ce processus commençait dans les camps de transit, des lieux établis à proximité des zones de combat ou en des points logistiques définis préalablement. Ces camps étaient temporaires par nature, mais leur fonction était cruciale. Ils servirent de sorte d'entonnoir où l'armée soviétique déposait tous les prisonniers avant de les transférer vers des structures plus permanentes administrées par le NKVD. L'atmosphère à l'intérieur de ces centres était un mélange de chaos contrôlé et de buts bureaucratiques. Les Soviétiques, habitués à la gestion massive de détenus depuis les années 1930, avaient perfectionné une méthode pour examiner rapidement de grands groupes et les classer selon des critères spécifiques. Lorsque les officiers arrivaient au camp de transit, ils étaient immédiatement séparés des soldats de rang inférieur. La différence de traitement n'était pas nécessairement favorable. Les Soviétiques considéraient les officiers comme des sujets détenant des informations précieuses, des coupables potentiels de crimes et des figures d'influence au sein de la structure allemande. En conséquence, ils étaient soumis à un niveau de surveillance plus intense dès le début. La séparation avait également pour fonction de désarticuler toute tentative de maintenir la hiérarchie militaire en captivité, ce que les Soviétiques recherchaient délibérément. La désintégration de l'autorité interne allemande empêchait les prisonniers d'agir collectivement et facilitait leur gestion ultérieure. Le processus d'identification commençait par des questions de base, nom, grade, unité, lieu de capture. Mais derrière cette simplicité apparente se cachait un système qui recoupait les données avec les informations recueillies pendant toute la guerre. Les Soviétiques avaient accumulé une énorme quantité de documents allemands capturés dans les postes de commandement et les quartiers généraux abandonnés lors des retraites précipitées. Ces archives permettaient de reconstruire des organigrammes, localiser des divisions complètes, identifier des commandants de bataillons ou de régiments, et, dans certains cas, lier des unités spécifiques à des massacres survenus dans des villages ukrainiens, biélorusses ou russes. Les interrogateurs savaient que les officiers avaient un rôle plus structurel dans ces événements, même s'ils n'avaient pas participé directement, et c'est pourquoi la classification initiale était cruciale pour déterminer qui serait envoyé à quel endroit. Après cette première identification, des examens corporels étaient effectués. Les Soviétiques recherchaient des tatouages de groupes paramilitaires, des marques révélant une appartenance aux SS, des cicatrices indiquant une expérience dans certaines unités ou des décorations cachées. De nombreux officiers tentaient de se débarrasser d'insignes ou de papiers les liant à des formations compromises, mais les unités soviétiques considéraient déjà l'absence de documents comme un indice de suspicion. La destruction de preuves personnelles était interprétée comme une tentative de dissimuler des responsabilités. Dans certains cas, même la qualité de l'uniforme, son usure et les armes attribuées étaient examinées pour déterminer la fonction réelle de l'officier avant sa capture. Une fois ce processus préliminaire terminé, les officiers étaient conduits vers des cabanes, des baraques ou des hangars improvisés où ils restaient pendant des jours ou des semaines en attente de la phase suivante. La vie dans ces camps de transit était extrêmement précaire. Les Soviétiques fournissaient de la nourriture en ration minimale, généralement des soupes aqueuses, du pain noir et occasionnellement des céréales. La priorité n'était pas le bien-être des prisonniers, mais leur conservation basique jusqu'à ce que le tri soit achevé. La faible alimentation, combinée aux basses températures et aux conditions insalubres, provoquait des maladies fréquentes. Pour les officiers, habitués à un certain niveau de discipline et de structure, l'expérience représentait un choc psychologique profond. Ils perdaient la capacité de planifier, faisaient face à une incertitude absolue et commençaient à comprendre que leur survie était entre les mains d'une administration totalement étrangère à leur code militaire. Au fur et à mesure que les jours avançaient, les officiers remarquaient un schéma clair. Certains prisonniers étaient appelés à des interrogatoires supplémentaires, d'autres étaient rapidement transférés, et quelques-uns restaient pendant de longues périodes au même endroit. Cette variation ne répondait pas au hasard. Le système soviétique fonctionnait avec des catégories bien définies qui déterminaient le destin de chaque officier. Parmi les principales classifications figuraient
les officiers communs de la Wehrmacht, les membres d'unités associées à des représailles contre les civils, les officiers du renseignement, les membres du parti nazi au sein de l'armée, les officiers médicaux et ceux liés à certains fronts où des exécutions massives avaient été documentées. Chaque catégorie définissait un chemin différent à l'intérieur de l'appareil répressif. Le NKVD et le SMERSH, les deux structures responsables de la gestion des prisonniers d'importance militaire et politique, déployaient des équipes spécialisées pour mener des interrogatoires dans les camps de transit. Ces agents possédaient des connaissances détaillées des unités allemandes et étaient formés pour identifier les incohérences dans les témoignages des prisonniers. L'objectif n'était pas seulement de déterminer des responsabilités individuelles, mais de reconstruire la chaîne de commandement et d'obtenir des informations sur les stratégies défensives allemandes, les organisations internes, les noms de hauts dirigeants et les plans qui pourraient influencer les opérations soviétiques et la reconstruction politique de l'Europe de l'Est. De nombreux officiers, lorsqu'ils étaient soumis à ces interrogatoires, cherchaient à minimiser leur rôle ou à blâmer les autres. Certains tentaient de se présenter comme des professionnels détachés de la politique nazie. D'autres prétendaient avoir été obligés de suivre des ordres sans en connaître les conséquences. Ces arguments pouvaient sembler convaincants pour certains interrogateurs, mais dans la plupart des cas, les soviétiques adoptaient une attitude sceptique. L'idéologie du régime soviétique encourageait la méfiance envers les prisonniers ennemis, en particulier les officiers, considérés comme des porteurs de la structure militaire du nazisme. Pendant cette période, la destination finale des officiers était décidée par des commissions internes. Ces commissions évaluaient non seulement les informations recueillies lors des interrogatoires, mais aussi des facteurs tels que l'âge du prisonnier, son état physique, son niveau de grade et son utilité éventuelle pour l'État soviétique. Les officiers qui possédaient des connaissances techniques étaient particulièrement précieux et étaient souvent affectés à des camps de travail où leurs compétences pouvaient être exploitées. D'autres, considérés comme dangereux ou politiquement pertinents, étaient destinés à des prisons spéciales ou à des centres de recherche pénale, où se préparaient des procès militaires. La transition du camp de transit au système soviétique formel était un point de rupture dans l'expérience du prisonnier. Dans les jours précédant le transfert, les officiers remarquaient une augmentation de l'activité du camp, décompte constant, séparation des groupes, préparation des convois. Lorsqu'ils étaient enfin appelés, on leur ordonnait de se mettre en file et ils étaient escortés jusqu'au train qui les conduirait vers l'intérieur de l'Union soviétique. La charge dans les wagons à bestiaux marquait le début d'une nouvelle étape, encore plus dure, de la captivité. Pendant le transport, la classification initiale devenait plus évidente. Certains wagons étaient destinés à des camps de travail dans l'Oural, d'autres se dirigeaient vers des prisons à Moscou, et d'autres encore vers des centres spécialisés dans la région de Saratov ou de la Volga. Sur ces routes, le temps semblait se dilater. Les officiers ne savaient pas si le voyage durerait des heures, des jours ou des semaines. Le manque d'informations faisait partie du contrôle que les soviétiques exerçaient sur les prisonniers. Chaque étape était conçue pour briser la sensation de continuité avec le monde précédent et forcer les prisonniers à s'adapter au nouveau système. À l'arrivée à leur destination finale dans le système soviétique, les officiers faisaient face à une nouvelle étape du processus, encore plus profonde et étendue. Mais tout commençait dans ces camps de transit où la machine répressive soviétique prenait chaque prisonnier et le transformait en un nombre, une fiche, un élément au sein d'un système qui ne cherchait pas seulement à punir, mais aussi à utiliser, contrôler et, dans de nombreux cas, rééduquer ceux qui avaient soutenu l'appareil militaire du nazisme. Interrogatoire, aveux et collaboration. La lutte pour extraire des informations de l'ennemi vaincu. Lorsque les officiers allemands entraient officiellement dans le système de détention soviétique, le processus de classification initiale cédait la place à une phase beaucoup plus intense et prolongée, l'étape des interrogatoires. À ce stade, l'objectif immédiat de l'État soviétique n'était pas uniquement de déterminer les responsabilités individuelles, mais de reconstruire précisément la structure militaire de l'ennemi, de démêler la logique interne des unités allemandes et de convertir les connaissances capturées en un outil politique et militaire qui renforcerait la position de l'Union soviétique dans l'après-guerre. L'interrogatoire n'était pas une procédure isolée, mais un mécanisme qui faisait partie d'un réseau complexe impliquant des agents du NKVD, des officiers du SMERSH, des analystes militaires,
des traducteurs et des spécialistes en psychologie du comportement. L'espace physique où avaient lieu ces interrogatoires variait selon le type d'installation. Dans les centres principaux, les soviétiques disposaient de chambres austères, avec une table, 2 chaises et un petit projecteur électrique qui restait souvent allumé pendant de longues heures. Dans les endroits plus improvisés, les interrogatoires pouvaient avoir lieu dans des sous-sols, des bureaux temporaires ou des chambres de bâtiments sécurisés après l'occupation de villes allemandes ou polonaises. Pour les officiers capturés, ces environnements constituaient un rappel constant de leur vulnérabilité. L'absence de fenêtres, les silences prolongés, les mouvements mesurés des agents et les périodes d'attente avant et après chaque session créaient une ambiance conçue pour éroder la résistance psychologique de l'interrogé. L'interrogatoire soviétique se distinguait des méthodes allemandes non pas tant par sa violence physique que par son insistance méthodique. Les agents soviétiques étaient entraînés à ne pas se précipiter. Ils établissaient une routine, répétaient les questions, confrontaient le prisonnier avec des informations préalablement obtenues et l'obligeaient à expliquer, encore et encore, des détails apparemment insignifiants. La technique reposait sur la création d'une usure cumulative. Pour les officiers habitués à des structures hiérarchiques claires, cette absence de limite temporelle était déconcertante. La durée d'une séance pouvait varier d'1 heure à plus de 12 selon la résistance de l'interrogé et l'intérêt stratégique qu'il représentait. Le SMERSH, responsable du contre-espionnage militaire, jouait un rôle particulièrement important dans ce processus. Son objectif n'était pas seulement d'obtenir des données sur les mouvements de troupes ou les systèmes défensifs, mais d'identifier les agents infiltrés, les membres des services de renseignement allemands et les officiers qui, selon les évaluations soviétiques, pourraient devenir des figures clés lors de la reconstruction politique de l'Allemagne. En ce sens, les interrogatoires visaient à la fois le passé et l'avenir. On analysait ce qui s'était passé pendant la guerre, mais on cherchait aussi à prévoir qui pourrait devenir un acteur important pendant l'occupation alliée. L'un des mécanismes les plus récurrents de l'interrogatoire soviétique était la reconstitution chronologique du service militaire du prisonnier. Les agents exigeaient que l'officier détaille chaque transfert, chaque promotion, chaque changement d'unité et chaque opération significative à laquelle il avait participé. Cet exercice servait non seulement à obtenir des informations structurées, mais aussi à détecter des contradictions. Les interrogateurs prenaient note de tout changement de ton, dans le choix des mots ou dans la rapidité avec laquelle le prisonnier répondait. Dans de nombreux cas, les incohérences n'étaient pas le résultat de tentatives délibérées de dissimulation d'informations, mais de la pression, de la peur ou de la simple confusion provoquée par la fatigue. En parallèle avec la reconstruction chronologique, les interrogateurs cherchaient à identifier des responsabilités spécifiques dans des actions considérées comme criminelles, selon le droit soviétique. C'était l'un des points les plus délicats pour les officiers allemands, car la frontière entre responsabilité directe et indirecte était extrêmement floue dans la logique de l'État soviétique. Si un officier avait commandé une unité présente dans une zone où une exécution de civils avait eu lieu, même s'il n'avait pas participé personnellement, il pouvait être considéré comme responsable pour omission ou pour avoir permis à ses subordonnés d'agir sans supervision. Cette interprétation élargie de la responsabilité militaire créait un climat de profonde tension. Le processus d'interrogation n'était pas linéaire. Parfois, les officiers pouvaient passer des semaines sans être appelés, ce qui augmentait l'anxiété et l'incertitude. D'autres fois, ils étaient convoqués fréquemment, parfois plusieurs fois dans la même journée. Les questions pouvaient aller d'aspects techniques à des questions politiques sur leur affiliation au parti nazi, leurs opinions sur Hitler ou leur connaissance des opérations menées par les SS. Les soviétiques considéraient que chaque détail avait une valeur potentielle et, pour cette raison, ils ne rejetaient jamais une information, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître. Les aveux obtenus lors de ces interrogatoires étaient considérés comme des documents de grande valeur juridique et politique. Dans de nombreux cas, les officiers se retrouvaient à signer des déclarations qui résumaient leurs paroles, rédigées par les interrogateurs dans un langage qui soulignait leurs responsabilités. Bien que certains prisonniers tentaient de modifier le contenu de ces déclarations, la pression psychologique, l'isolement et l'incertitude quant à leur sort faisaient que la plupart acceptaient de signer pour éviter de plus grandes conséquences. Parfois, la signature d'un aveu n'était pas une fin en soi,
mais une étape vers des interrogatoires ultérieurs où cette déclaration servirait de base pour de nouvelles questions. La collaboration émergeait dans ce contexte. Pour les soviétiques, un officier collaborateur était quelqu'un prêt à offrir des informations étendues, détaillées et vérifiables. Quelqu'un d'utile à la fois pour la guerre encore en cours et pour l'administration future de l'Allemagne. La collaboration pouvait prendre différentes formes. Certains officiers offraient des connaissances techniques, notamment des ingénieurs ou des spécialistes de la logistique. D'autres fournissaient des apports politiques. Ils décrivaient les rivalités au sein de la Wehrmacht, identifiaient des figures potentiellement dangereuses ou commentaient le moral interne de l'armée allemande. Un groupe plus réduit acceptait de collaborer à des tâches spécifiques, comme identifier d'autres prisonniers, traduire des documents ou reconstruire des organigrammes militaires. L'incitation à collaborer était simple: améliorer les conditions de vie, éviter d'être envoyé au goulag ou aspirer à un traitement spécial. Bien que les soviétiques fissent rarement des promesses explicites, la structure du système rendait clair qu'un collaborateur avait plus de chances de survivre. Certains recevaient des rations alimentaires légèrement supérieures, des lits individuels ou la possibilité d'accéder à des vêtements plus chauds. Pour des prisonniers affaiblis par la faim ou le froid, ces concessions étaient décisives. Néanmoins, la collaboration impliquait également des risques. Les prisonniers qui acceptaient de coopérer pouvaient devenir des cibles d'hostilité de la part d'autres officiers. S'ils étaient identifiés comme collaborateurs dans un camp, ils pouvaient subir des agressions, de l'isolement ou des représailles déguisées. L'autorité informelle des officiers allemands continuait d'exister en captivité, bien qu'affaiblie. Pour beaucoup, collaborer était une trahison du code militaire et une rupture morale irréparable. D'autres le considéraient comme un acte nécessaire pour survivre. Au fur et à mesure que le processus avançait, les soviétiques accumulaient un volume considérable d'informations, bien plus large que celui que tout autre pays allié obtenait sur la structure interne de la Wehrmacht. Les rapports élaborés à partir des interrogatoires servaient à reconstruire des batailles, comprendre les stratégies défensives allemandes et, en particulier, identifier les responsables des crimes commis dans les territoires occupés. Les informations affluaient vers Moscou, où des équipes d'analyse examinaient chaque déclaration et l'intégraient dans des dossiers individuels qui accompagneraient l'officier pendant toute sa détention. L'interrogatoire ne se terminait pas avec la signature d'une confession. C'était un processus continu qui pouvait être réactivé à tout moment, même des années après la capture. Un officier pouvait être transféré d'un camp de travail à un centre d'interrogation si de nouvelles questions surgissaient ou si des preuves supplémentaires de sa participation à des actes répressifs étaient découvertes. Cette possibilité constante d'être à nouveau convoqué maintenait les prisonniers dans un état psychologique d'alerte permanente. À la fin de cette étape, les officiers étaient complètement intégrés dans l'appareil répressif soviétique. Les confessions, les informations recueillies et les évaluations du SMERSH et du NKVD déterminaient leur destin final: emprisonnement prolongé, travaux forcés au goulag, tribunaux militaires ou, dans certains cas exceptionnels, une vie de collaboration contrôlée dans le cadre soviétique. Goulag, travail forcé, punition et survie dans un monde fermé. Lorsque les officiers allemands étaient finalement transférés des centres d'interrogation et de classement vers les camps du goulag, ils entraient dans un univers qui fonctionnait selon des règles étrangères à toute logique militaire connue. Le goulag n'était pas simplement un système pénitentiaire, c'était un mécanisme économique, idéologique et punitif qui articulait des millions de vies sous un régime de contrôle absolu. Pour les officiers capturés, ce transfert signifiait un point de non-retour. Ils étaient passés de membres d'une machine militaire moderne à devenir une ressource exploitable au sein de l'appareil soviétique, où leur force physique, leurs connaissances techniques ou même leur résistance psychologique acquéraient une valeur utilitaire. Le voyage vers les camps profonds, situés dans des régions telles que l'Oural, la Sibérie ou le Kazakhstan, représentait une expérience initiale de déshumanisation. Les wagons de marchandises dans lesquels ils étaient transportés étaient conçus pour les marchandises, pas pour les personnes. La ventilation était minimale, l'éclairage pratiquement inexistant et les conditions sanitaires se détérioraient dès le premier jour. Les prisonniers restaient debout ou accroupis pendant des heures interminables. L'odeur d'humidité, de sueur et de déchets humains imprégnait l'air.
Le froid, en hiver, s'infiltrait par les interstices du bois, tandis qu'en été, la chaleur transformait les wagons en chambres suffocantes. Des hommes mouraient avant d'arriver à destination, leur corps était retiré à la hâte lorsque le train s'arrêtait dans des gares secondaires. L'entrée dans le camp proprement dit était une séquence de procédures conçue pour briser toute notion d'individualité. Les officiers étaient obligés de se déshabiller pour des inspections médicales rapides, souvent superficielles, et centrées sur la détection de maladies contagieuses. On leur confisquait leurs effets personnels, même des objets sans valeur matérielle, mais avec une signification émotionnelle, comme des photographies de famille ou de petites insignes. La perte de ces objets représentait le dernier lien tangible avec leur vie passée. Les Soviétiques attribuaient une identification numérique et livraient des vêtements usés, inadaptés aux conditions climatiques du lieu. De nombreux officiers ont décrit ce moment comme la transition symbolique de leur identité militaire à une existence anonyme au sein d'un vaste système. La vie quotidienne dans le goulag combinait 3 dimensions inséparables: travail forcé, discipline stricte et survie constante. Chaque camp avait une fonction économique assignée: construction de chemins de fer, abattage de forêts, exploitation minière, production industrielle ou entretien d'infrastructures. Les officiers allemands, indépendamment de leur rang antérieur, étaient affectés au même type de tâches que tout autre détenu. La notion de hiérarchie était abolie. Un colonel pouvait se retrouver à travailler aux côtés d'un simple soldat ou aux côtés de prisonniers soviétiques condamnés pour des délits communs. Le seul critère qui pouvait modifier son affectation était la possession de compétences techniques spécifiques, comme l'ingénierie ou la médecine, que les soviétiques utilisaient de manière pragmatique lorsque cela était nécessaire. Le travail commençait à l'aube. Les prisonniers étaient réveillés par des gardes qui parcouraient les baraquements en frappant aux portes ou en donnant des ordres à haute voix. De nombreux officiers, affaiblis par la faim, la maladie ou le manque de repos, avaient besoin d'aide d'autres prisonniers pour se lever. Après un premier décompte, ils étaient organisés en brigades et escortés vers les zones de travail. En hiver, ces marches matinales étaient particulièrement dures, le vent cinglant, la neige accumulée et la température en dessous de 20 degrés sous zéro faisaient que la marche devenait une épreuve de résistance physique. Les journées de travail duraient généralement entre 10 et 12 heures, bien qu'elles puissent s'étendre si le travail assigné n'était pas terminé. Pour les soviétiques, le rendement était un facteur central dans la structure du camp. Chaque brigade avait un quota quotidien à compléter. Si ce n'était pas atteint, les rations alimentaires étaient immédiatement réduites. Ce mécanisme générait une pression constante parmi les prisonniers, car la survie dépendait directement du rendement collectif. Les officiers allemands, peu habitués au travail manuel extrême, souffraient particulièrement pendant les premiers mois. Leur corps, souvent affaibli par la captivité précédente, avaient du mal à s'adapter au rythme du goulag. Beaucoup tombaient rapidement malades de dysenterie, scorbut ou d'infections respiratoires. L'alimentation représentait un des éléments les plus cruels du système. Les rations quotidiennes consistaient, dans leur forme la plus basique, en un morceau de pain noir et une soupe liquide, composée en grande partie d'eau et de restes de légumes. Les prisonniers qui respectaient ou dépassaient les quotas de travail pouvaient recevoir des rations légèrement supérieures, tandis que ceux qui n'y parvenaient pas se retrouvaient avec des portions encore plus petites. Cette structure de récompense et de punition créait un environnement de compétition tendu au sein des brigades et renforçait le contrôle soviétique. Pour les officiers, qui avaient de bénéficier de régimes alimentaires relativement réguliers pendant leur service militaire, la transition vers un régime de famine durable se révélait dévastatrice. La détérioration physique devenait visible en l'espace de quelques semaines: perte rapide de poids, faiblesse musculaire, problèmes dentaires et un épuisement mental qui affaiblissait la capacité de résistance. Les baraquements étaient des espaces surpeuplés, construits avec du bois simple et mal isolés. Pendant l'hiver, les prisonniers dormaient à côté de leurs compagnons pour garder la chaleur corporelle. Les couchettes, généralement en bois sans matelas, étaient infestées de poux, ce qui provoquait des infections cutanées et rendait le repos difficile. L'hygiène personnelle était presque inexistante. Les officiers, habitués à des normes strictes de propreté durant leur temps dans la Wehrmacht, voyaient leur capacité à maintenir une dignité minimale s'éroder jour après jour. Le manque d'eau chaude, la rareté de savon
et l'impossibilité de laver fréquemment les vêtements rendaient la saleté une présence constante. Le goulag était aussi un espace où coexistaient différents groupes de prisonniers, délinquants de droit commun, prisonniers politiques soviétiques, prisonniers de guerre de différentes nationalités et minorités ethniques réprimées. Les relations entre ces groupes étaient complexes et souvent dangereuses. Les criminels de droit commun jouissaient dans de nombreux camps de privilèges informels et faisaient office d'intermédiaires entre les gardiens et les prisonniers. Souvent, ils exerçaient de la violence contre les officiers allemands, non seulement par rivalité ethnique ou politique, mais aussi pour consolider leur position interne. Les prisonniers politiques soviétiques, quant à eux, regardaient les officiers allemands avec un mélange de rejet et de distance émotionnelle. Dans cet environnement, les officiers étaient obligés de développer des stratégies d'adaptation, former de petits groupes de coopération, établir des pactes de soutien mutuel ou chercher protection sous l'influence de prisonniers influents. La relation avec les gardes soviétiques variait selon le camp et le personnel assigné. Certains gardes montraient une attitude purement fonctionnelle. Ils exécutaient les ordres sans intérêt particulier pour la vie des prisonniers. D'autres, marqués par des expériences traumatiques pendant la guerre, montraient une hostilité ouverte envers les officiers allemands. Cependant, il existait des gardes qui, poussés par la fatigue ou l'indifférence propre au système, accordaient de petits privilèges aux prisonniers. Ces gestes, bien que minimes, pouvaient faire la différence entre la vie et la mort dans un environnement aussi extrême. Le passage du temps dans le goulag prenait un caractère ambigu. Pour certains officiers, chaque jour devenait une bataille pour la survie, avec des objectifs immédiats: supporter le froid, remplir le quota de travail, éviter les affrontements et obtenir un peu plus de nourriture. Pour d'autres, le temps devenait une masse homogène où les jours se confondaient entre eux. Le manque d'informations sur le monde extérieur amplifiait cette sensation d'isolement. De nombreux officiers ignoraient, pendant des mois ou des années, l'issue de la guerre, le sort de leur famille ou la situation politique en Allemagne. Malgré la dureté du système, il y avait des moments où les officiers trouvaient de petits réseaux de soutien émotionnel. Certains partageaient des histoires de leurs vies antérieures, se remémoraient des épisodes de l'armée ou racontaient des anecdotes familiales. Ces conversations nocturnes, menées à voix basse pour éviter les interruptions, permettaient aux prisonniers de conserver un sens minimal de l'identité. Il y avait aussi des échanges de compétences. Un officier avec des connaissances médicales pouvait offrir des soins rudimentaires aux autres. Un ingénieur pouvait concevoir des solutions improvisées pour améliorer la ventilation d'une baraque ou réparer des outils défectueux. La mort était une présence habituelle dans le goulag. Les corps des prisonniers décédés étaient enlevés tôt le matin et transportés dans des fosses communes à la périphérie du camp. La fréquence de ces décès générait chez les officiers un mélange de résignation et de peur latente. La mort, dans ce contexte, devenait partie intégrante du rythme quotidien du camp, une certitude de plus dans un système conçu non seulement pour exploiter la main-d'œuvre, mais aussi pour réorganiser l'identité du prisonnier, le privant de tout ce qui définissait sa vie antérieure. Jugement, responsabilité et sentence, le poids des crimes en territoire soviétique. Quand les officiers allemands passaient de l'étape des interrogatoires au domaine judiciaire soviétique, ils entraient dans un processus qui, bien que présenté comme un système de justice militaire, combinait des objectifs punitifs, politiques et symboliques. Pour l'Union soviétique, juger les officiers capturés n'était pas uniquement un acte juridique, c'était une affirmation de leur victoire, une démonstration de leur capacité à administrer la justice face aux crimes commis sur leur territoire et un outil pour façonner la narration historique qui serait transmise à leur population et au monde après la guerre. Chaque officier devenait ainsi un porteur de responsabilités plus larges que celles individuelles, car l'État soviétique voyait en eux la personnification d'une machine de guerre qui avait dévasté des villes, exécuté des civils et cherché à détruire le pays. Le processus judiciaire débutait avant que l'officier ne mette le pied dans une salle d'audience. Depuis les jours où les interrogatoires se durcissaient, le NKVD et le SMERSH commençaient à élaborer des dossiers détaillés. Ces documents contenaient l'histoire militaire du prisonnier, des déclarations préalables, des rapports d'interrogatoire, des témoignages d'autres prisonniers et, dans certains cas, des preuves physiques récupérées dans les territoires occupés. La structure du dossier reflétait une logique cumulative.
Toute donnée, aussi petite soit-elle, pouvait acquérir de l'importance si de nouvelles informations apparaissaient pour la mettre en contexte. L'officier était évalué non seulement en fonction de ses actions, mais aussi du rôle qu'il avait occupé au sein de la hiérarchie militaire allemande et de la responsabilité que les soviétiques pensaient pouvoir lui attribuer en fonction de son grade. Les autorités soviétiques distinguaient plusieurs niveaux de responsabilité. Au niveau le plus bas se trouvaient les officiers qui avaient servi dans des unités régulières sans antécédent direct de participation à des crimes. À un niveau intermédiaire figuraient ceux qui avaient exercé un commandement dans des zones où des représailles, des expulsions forcées ou des exécutions de civils avaient été documentées. Enfin, au niveau le plus haut se trouvaient les officiers liés à des opérations spécifiques en Ukraine, Biélorussie, les pays baltes ou Russie, zones où la violence allemande avait atteint son expression maximale. Pour ces derniers, le jugement était presque inévitable et la sentence prévisible. Avant le procès, le NKVD pouvait maintenir le prisonnier en isolement pendant des jours ou des semaines afin de renforcer la pression psychologique et d'assurer que ses déclarations soient cohérentes avec les conclusions souhaitées par les autorités. Dans certains cas, les officiers étaient amenés à des confrontations avec d'autres prisonniers qui confirmaient ou démentaient des aspects spécifiques de leur récit. Ces confrontations étaient soigneusement orchestrées par les interrogateurs qui cherchaient à révéler des contradictions ou à renforcer les lignes argumentaires du dossier. Lorsque le procès était finalement programmé, le transfert au tribunal se faisait sous des mesures de sécurité strictes. Les prisonniers étaient escortés par des gardes armés avec des chaînes aux poignets et conduits dans des véhicules fermés. Pour de nombreux officiers, ce trajet représentait l'un des moments les plus tendus de tout le processus. Bien qu'ils sachent que les possibilités d'acquittement étaient minimes, il existait encore une incertitude quant à la sentence. Travaux forcés prolongés, peine de prison dans des conditions dures ou exécution immédiate. En entrant dans la salle d'audience, les officiers se trouvaient dans une atmosphère conçue pour affirmer l'autorité de l'État. La majorité de ces procès se tenaient devant des tribunaux militaires soviétiques composés d'officiers de haut rang. L'atmosphère était tendue, solennelle et profondément formelle. L'accusé était placé debout, isolé du reste des présents, avec des gardes de chaque côté. Les juges portaient des uniformes impeccables et leurs expressions étaient impénétrables. L'objectif était d'établir une dynamique de pouvoir claire. L'État victorieux jugeait l'ennemi vaincu. Les procureurs soviétiques jouaient un rôle central dans le déroulement du procès. Leurs arguments suivaient une structure narrative précise. Ils démontraient le préjudice causé au peuple soviétique, contextualisaient les actions de l'accusé dans le cadre de l'agression allemande et présentaient des preuves cherchant à lier l'officier à des crimes spécifiques. Même dans les cas où la preuve directe était limitée, les procureurs utilisaient la logique de la responsabilité de commandement pour soutenir que l'officier devait avoir eu connaissance des actions de ses subordonnés ou qu'il avait participé indirectement par l'application d'ordres supérieurs. Cette interprétation élargie de la responsabilité militaire permettait à un grand nombre d'officiers d'être jugés sans qu'il soit nécessaire de prouver leur participation directe à un acte concret. Les officiers accusés, lorsqu'on leur donnait l'occasion de parler, adoptaient diverses stratégies. Certains tentaient de faire valoir qu'ils avaient agi comme des soldats professionnels, suivant des ordres légitimes, sans connaissance d'actions criminelles. D'autres affirmaient que leur unité n'avait pas été présente dans les zones mentionnées dans le dossier ou qu'ils occupaient un poste administratif sans influence sur les opérations punitives. Un groupe minoritaire, conscient que leurs possibilités de défense étaient limitées, choisissait d'admettre partiellement les accusations, espérant obtenir une réduction de la peine. Cependant, indépendamment de l'approche, les options de défense étaient rares. Les sentences variaient selon la gravité attribuée au cas. De nombreux officiers ont été condamnés à des peines allant de 10 à 25 ans de travaux forcés, une peine qui, dans les conditions du goulag, pouvait équivaloir à une condamnation à mort lente. D'autres ont été condamnés à des peines moins longues, mais tout aussi dures, comme 5 ou 10 ans de prison dans des installations de sécurité maximale, et un nombre significatif, notamment ceux liés aux exécutions, à la destruction de villages ou à la participation active dans des unités répressives, ont été condamnés à mort. Ces exécutions étaient généralement effectuées par fusillade et étaient exécutées rapidement après la sentence, parfois en quelques jours.
les procès publics représentaient un phénomène particulier dans le système soviétique. Bien que la plupart des procès contre les officiers allemands se déroulaient à huis clos, certains étaient conçus comme des mises en scène publiques destinées à démontrer la légitimité morale de l'État. Ces procès avaient souvent lieu dans des villes dévastées par l'occupation ou dans des régions où des crimes massifs avaient été commis. La population assistait en tant que témoin. La présence de citoyens soviétiques, dont beaucoup étaient des victimes directes ou indirectes de la guerre, renforçait la dimension émotive du procès. Ces procès avaient un effet politique clair: consolider le récit de la résistance soviétique, renforcer le lien entre l'État et la population et démontrer que la justice tombait sur ceux qui avaient causé tant de souffrances. Le système soviétique utilisait également les sentences comme outil de réorganisation sociale dans les territoires nouvellement libérés. Dans certaines régions, les procès d'officiers allemands servaient à établir un climat de contrôle et d'avertissement envers les collaborateurs locaux potentiels. La condamnation publique d'un officier ne punissait pas seulement un ennemi, mais envoyait aussi un message clair à ceux qui pourraient remettre en question le pouvoir soviétique. À l'intérieur du goulag, l'arrivée d'un officier condamné modifiait la dynamique du camp. Ces prisonniers étaient vus par les gardes comme des sujets de surveillance particulière et, parfois, étaient affectés à des travaux particulièrement durs dans le cadre de leur punition. Certains officiers tentaient de s'intégrer aux groupes existants, tandis que d'autres gardaient une certaine distance, conscients que leurs antécédents pouvaient engendrer du ressentiment parmi les prisonniers soviétiques, dont beaucoup avaient perdu des membres de leur famille pendant la guerre. Avec le temps, certains officiers condamnés avaient une seconde chance de réexaminer leur cas. Les autorités soviétiques, notamment après la mort de Staline et les changements politiques ultérieurs, ont réexaminé plusieurs dossiers de prisonniers de guerre. Certains officiers ont été réaffectés, d'autres libérés avant de purger leur peine complète. Cependant, ces cas étaient exceptionnels. Pour la plupart, la sentence prononcée par les tribunaux soviétiques marquait leur destin définitif. Dans l'ensemble, les procès d'officiers allemands capturés par les soviétiques faisaient partie d'une structure de justice qui visait non seulement à punir les crimes commis, mais aussi à affirmer l'hégémonie morale et politique de l'État soviétique. Pour les prisonniers, ce processus constituait le moment où le poids de la guerre, des ordres reçus et des actions accomplies se matérialisait en une condamnation qui les accompagnerait pendant des années, ou jusqu'à la fin de leur vie: rapatriement, disparition et silence, le long retour après la guerre. Lorsque la guerre s'est officiellement terminée en mai 1945 pour les officiers allemands sous garde soviétique, il n'y a pas eu de sentiment immédiat de clôture ni de soulagement. La fin du conflit ne signifiait pas nécessairement la fin de la captivité. Pour l'Union soviétique, les prisonniers, en particulier les officiers, restaient des ressources stratégiques, soumis à jugement, punition et exploitation économique. L'idée d'un rapatriement rapide et généralisé était inexistante. La réalité immédiate était une prolongation de l'enfermement, une transition lente et incertaine où le retour en Allemagne se présentait comme un horizon flou, conditionné par des facteurs politiques, diplomatiques et économiques qui échappaient complètement au contrôle des prisonniers. Les premiers mois après la reddition allemande furent marqués par la confusion. Une partie des officiers retenus dans des camps de transit pensaient que la fin de la guerre impliquerait un changement radical dans leur situation. Certains espéraient être transférés dans des zones sous contrôle occidental. D'autres imaginaient que la reddition ouvrirait la voie à un accord international garantissant leur libération. Mais rien de cela ne se produisit. L'appareil soviétique continuait à fonctionner en totale autonomie. Les camps du goulag continuaient à recevoir des prisonniers, les interrogatoires ne s'arrêtèrent pas et les sentences continuaient à être exécutées. Pour de nombreux officiers, la continuité de l'enfermement après la guerre fut psychologiquement dévastatrice. Ils avaient survécu aux combats, aux retraites, à la faim et au froid, dans l'espoir que la fin du conflit représenterait une porte vers la liberté. En découvrant que la captivité persistait, ils ont vécu un effondrement émotionnel profond. Le manque d'informations aggravait la situation. Les Soviétiques communiquaient rarement aux prisonniers les décisions politiques qui affectaient leur destin. Dans les camps circulaient des rumeurs contradictoires: libération massive, prolongation des peines, transfert vers l'Occident, exécution en attente.
Le processus de rapatriement n'était ni linéaire ni uniforme. Dans les années immédiatement après la guerre, les Soviétiques ont établi la priorité pour certains groupes de prisonniers, soldats de base affaiblis, gravement malades, et certains prisonniers non liés à des responsabilités militaires pertinentes. Cependant, les officiers constituaient un cas à part. Leurs dossiers étaient examinés de manière exhaustive, même des années après leur élaboration. Dans de nombreux cas, l'État soviétique considérait qu'un rang élevé était suffisant pour justifier une détention prolongée, avec l'argument que leur rôle dans l'armée allemande impliquait une responsabilité latente. À la fin des années 1940, les tensions croissantes de la guerre froide ont eu un impact direct sur la politique soviétique envers les prisonniers allemands. La division de l'Allemagne en deux États a créé un nouveau cadre pour le rapatriement. Les Soviétiques ont commencé à libérer des groupes sélectifs de prisonniers vers la toute nouvelle République démocratique allemande. Ce processus servait un double objectif: renforcer la légitimité du nouvel État socialiste et alimenter le récit selon lequel l'Union soviétique agissait en tant que libératrice face à l'agression passée. Cependant, la majorité des officiers n'ont pas été libérés au cours de cette période initiale. Beaucoup ont continué à purger de longues peines qui les ont maintenus emprisonnés pendant une décennie ou plus. D'autres n'avaient pas de condamnation formelle, mais restaient détenus sous la catégorie de prisonniers non rapatriables, une dénomination qui permettait une rétention indéfinie jusqu'à nouvel ordre. Les conditions de vie dans les camps ne se sont pas significativement améliorées après la guerre. La structure de base du travail forcé a continué. De nombreux officiers allemands ont passé toute l'après-guerre à effectuer des travaux pénibles dans les mines, les forêts ou les constructions. La communication avec l'Allemagne était extrêmement limitée. Dans certains cas, les prisonniers pouvaient envoyer des lettres à leurs familles, mais la censure les réduisait à des messages brefs et supervisés. Beaucoup de lettres n'arrivaient jamais à destination. Les familles, quant à elles, ignoraient l'endroit où se trouvaient leurs proches. L'Allemagne était pleine de veuves qui ne savaient pas si leurs époux étaient vivants, morts ou perdus dans une prison soviétique. Cette incertitude a généré un vide émotionnel profond dans la société allemande. Les listes de prisonniers libérés, qui étaient publiées périodiquement, étaient examinées avec anxiété par des milliers de familles qui cherchaient un nom parmi des centaines. Les disparitions étaient un phénomène récurrent. Elles n'obéissaient pas toutes à des exécutions ou à des décès dus à la maladie. Dans de nombreux cas, la bureaucratie soviétique perdait simplement des dossiers, enregistrait mal les noms ou assignait un prisonnier à un camp sans notifier le transfert. Cela faisait que certains officiers disparaissaient pendant des mois ou même des années dans le système. Dans d'autres cas, les disparitions étaient intentionnelles. Des prisonniers considérés comme particulièrement dangereux ou précieux étaient détenus dans des installations secrètes. Ces prisonniers ne figuraient pas sur les listes officielles et leur localisation n'était connue que d'un cercle restreint d'autorités. La mort en captivité restait un destin commun. L'épuisement accumulé, les maladies mal soignées et la dureté du travail provoquaient des milliers de morts dans la seconde moitié des années 1940. Ces décès étaient rarement communiqués aux familles et, lorsqu'ils l'étaient, les rapports étaient souvent vagues. Décédés par maladie, mort naturelle, complications infectieuses. Les fosses communes se multipliaient autour des camps. Même lorsque l'Union soviétique a décidé de commencer à rapatrier davantage de prisonniers au début des années 1950, de nombreux officiers allemands avaient déjà péri. Le processus de libération massive le plus significatif s'est produit après la mort de Staline en 1953. Le changement politique interne a engendré une révision des cas et une ouverture partielle vers le rapatriement. À partir de 1954, les autorités soviétiques ont commencé à libérer des groupes plus importants de prisonniers allemands, y compris de nombreux officiers. Ces libérations ne se sont pas produites de manière immédiate ni uniforme. Elles ont eu lieu par vagues, soigneusement contrôlées, avec un fort composant politique. Les officiers libérés revenaient dans un pays radicalement différent de celui qu'ils avaient d'as connu. L'Allemagne était divisée, dévastée et en reconstruction selon deux modèles opposés. Beaucoup sont revenus en République fédérale d'Allemagne où ils ont trouvé des familles qui avaient été déplacées, des maisons détruites et un climat politique qui commençait à laisser derrière lui le passé nazi. En RFA, les anciens prisonniers du Goulag étaient accueillis comme des victimes, bien que la société allemande
montrent aussi des tensions concernant leur rôle pendant la guerre. En RDA, par contre, les officiers libérés étaient reçus avec prudence. L'État socialiste les intégrait sélectivement dans la vie sociale, mais les surveillait également de près. Certains ont trouvé un emploi dans des industries d'État. D'autres ont été marginalisés en raison de leurs antécédents. Le récit officiel de la RDA soulignait les crimes du nazisme, et de nombreux officiers libérés étaient vus comme faisant partie de ce passé. Leur intégration sociale dépendait de leur disposition à se conformer au discours socialiste et à garder le silence sur les expériences vécues dans les camps soviétiques. Le silence, en effet, est devenu un élément central de la vie de nombreux officiers rapatriés. L'immense majorité évitait de parler ouvertement du goulag. Ils craignaient de ne pas être crus, craignaient de rouvrir des blessures familiales ou craignaient les conséquences politiques dans les États divisés. Certains gardèrent le silence à cause du traumatisme, d'autres par honte, d'autres en raison de la complexité morale d'avoir survécu à un système qui avait détruit tant de compagnons. Les histoires du goulag ont circulé en Allemagne pendant des décennies, sous forme de récits fragmentaires, incomplets, traversés par la douleur et par la peur de se souvenir. Cependant, tous ne sont pas revenus. Des milliers sont restés disparus, enterrés dans des fosses sans nom ou perdus dans des archives soviétiques qui resteraient fermées pendant une grande partie du XXe siècle. Les familles de ces hommes ont gardé espoir pendant des années, voire des décennies. L'ouverture partielle des archives soviétiques après la chute de l'URSS en 1991 a révélé de nouvelles informations, mais a également confirmé la dimension tragique des disparus. Certains étaient morts dans les premières années de captivité, d'autres dans les dernières. Beaucoup n'ont pas été enregistrés correctement. Le retour des officiers allemands capturés par les soviétiques n'a pas été un retour simple ni héroïque. Ça a été un long processus, plein d'incertitudes, marqué par des silences et des absences. Pour ceux qui ont réussi à revenir, le retour a signifié commencer une vie à partir de zéro dans un pays divisé et profondément transformé. Pour ceux qui ne sont jamais revenus, l'histoire est restée suspendue quelque part dans l'immense territoire soviétique, enveloppé dans le brouillard bureaucratique d'un système qui administrait les vies et les morts avec une efficacité impitoyable et presque toujours sans laisser de traces. Mémoire, politique et oubli. Les conséquences historiques de son passage par l'Union soviétique. Le destin des officiers allemands capturés par les soviétiques ne s'est pas terminé avec leur rapatriement, ni avec la clôture de leurs dossiers pénaux. Leur passage par les camps, les interrogatoires et les procès a laissé une empreinte durable qui marquerait non seulement leur vie, mais aussi la mémoire collective des deux côtés de l'Europe. La captivité soviétique n'a pas été uniquement une expérience individuelle ou militaire. Elle est devenue un élément sensible dans la construction de récits nationaux, un point de tension entre mémoire et politique, et un territoire où le silence, dans de nombreux cas, s'est imposé comme une forme de survie émotionnelle. L'histoire de ces officiers n'a pas été figée dans des monuments ni des célébrations. Elle est restée suspendue entre des témoignages fragmentés, des archives incomplètes et des tensions idéologiques qui ont défini l'après-guerre européenne. Pour comprendre l'impact historique de son passage par l'Union soviétique, il était nécessaire d'observer comment se sont configurés les récits nationaux en République fédérale d'Allemagne, en République démocratique allemande et dans l'Union soviétique elle-même. Dans chacun de ces espaces, la mémoire des officiers a été conditionnée par des objectifs politiques, des sensibilités sociales et des processus d'auto-justification qui tentaient de donner un sens au passé récent et de tracer les frontières morales du nouvel ordre international. En République fédérale d'Allemagne, fondée sous l'influence occidentale, la figure de l'officier rapatrié a pris une teinte particulière. Les premiers retours, notamment ceux de la fin des années 40 et de la décennie 1950, ont été accueillis avec un sentiment collectif de soulagement et d'empathie. Les villes et villages ont organisé des actes locaux de bienvenue, où les familles se retrouvaient après des années d'incertitude. Ces événements avaient une dimension profondément humaine, mais véhiculaient également un message politique. La RFA se présentait comme un refuge pour ceux qui avaient souffert dans les camps soviétiques, indépendamment de leur rôle pendant la guerre. Dans un pays qui luttait avec l'ombre du nazisme, les rapatriés s'intégraient souvent dans un récit où la victime du communisme occupait une place symbolique plus confortable que la figure du bourreau du régime nazi.
Ce processus ne cachait pas les faits du passé, mais les réorganisait. Pour une grande partie de la société allemande occidentale, il était plus simple de plaindre ceux qui avaient subi des années de travail forcé dans le goulag que de confronter les responsabilités collectives pour la dévastation causée en Europe de l'Est. Les témoignages des rapatriés ont contribué à alimenter une vision duale. D'une part, la culpabilité allemande pour les crimes nazis, d'autre part, la souffrance allemande sous la répression soviétique. Cette dualité est devenue un composant central de la mémoire publique, surtout pendant la guerre froide, lorsque la RFA se positionnait face à l'Union soviétique comme défenseur de la démocratie occidentale. Néanmoins, cette intégration narrative avait des limites. De nombreux officiers ont gardé le silence sur leur rôle pendant la guerre. Ils savaient que, bien que la société allemande voulait les entendre parler du goulag, elle ne souhaitait pas entendre des détails gênants sur les opérations sur le front de l'Est ou sur les unités impliquées dans des représailles. Ce silence était double. Silence sur ce qui avait été vécu dans les camps soviétiques, car les expériences de violence, d'humiliation et de faim étaient souvent trop dures à partager. Et silence sur ce qui avait été commis pendant la guerre, que ce soit par responsabilité directe ou par omission. En République démocratique allemande, sous tutelle soviétique, la mémoire de la captivité a suivi une voie complètement différente. Les officiers rapatriés n'étaient pas perçus principalement comme des victimes du système soviétique, mais comme des sujets qui devaient s'intégrer au nouveau projet socialiste. L'État de la RDA a articulé un récit qui mettait l'accent sur les crimes du nazisme et la légitimité de l'Union soviétique comme pouvoir libérateur. En conséquence, parler des abus subis dans les camps soviétiques était inopportun. Contrairement à la RFA, où les rapatriés étaient écoutés et même célébrés, dans la RDA, leur expérience devait être subordonnée au récit officiel. Le silence imposé en RDA n'obéissait pas seulement à des raisons politiques externes, mais aussi à la nécessité interne de consolider un récit cohérent du passé. Dénoncer les conditions des camps soviétiques aurait mis en doute l'autorité morale de l'État, dont la légitimité dépendait du lien fraternel avec l'Union soviétique. Ainsi, les rapatriés se sont retrouvés pris entre deux mémoires contradictoires, la mémoire personnelle de la souffrance et la mémoire publique de l'État socialiste. Beaucoup ont choisi de se taire, que ce soit par peur, par résignation ou parce que leurs expériences ne trouvaient pas d'espace légitime dans le discours officiel. En Union soviétique, la mémoire des officiers allemands capturés était absorbée par le récit plus large de la Grande Guerre patriotique. Pour la société soviétique, la guerre avait été une expérience traumatisante qui avait laissé des millions de morts et dévasté des régions entières. Dans ce contexte, les officiers allemands étaient vus comme des représentants directs d'un ennemi brutal et destructeur. La politique officielle renforçait cette perception. Les procès et les peines contre les officiers allemands étaient présentés comme des actes de justice, nécessaires pour guérir les blessures de la nation. Le fait que des milliers de ces officiers soient de morts dans les camps ou soient restés détenus pendant des années ne provoquait pas de débat public. Pendant des décennies, la société soviétique n'a pas eu accès à des informations détaillées sur le sort des prisonniers allemands. Les documents restaient dans des archives fermées, les chiffres étaient gérés de manière contrôlée et l'État n'avait pas d'intérêt à encourager une réflexion approfondie sur le traitement des prisonniers. La mémoire soviétique de la guerre se concentrait sur la victoire, non sur les processus répressifs postérieurs. Ce n'est qu'avec l'ouverture des archives dans les dernières années de l'Union soviétique que des fragments plus clairs de l'expérience des prisonniers allemands ont émergé. Mais même alors, le récit public n'a pas changé de manière substantielle. La complexité de ces mémoires divergentes s'est projetée dans l'historiographie ultérieure. Les chercheurs de l'Allemagne de l'Ouest se sont concentrés sur l'expérience humaine de la captivité, reconstruisant des histoires personnelles et prêtant attention aux conditions du goulag. Les historiens de la RDA, en revanche, ont priorisé les crimes de l'armée allemande et les aspects juridiques de la justice soviétique, minimisant la dimension de la souffrance ultérieure. En Russie, la mémoire académique a oscillé entre l'analyse du système répressif et la défense du rôle soviétique dans la défaite du nazisme. Cependant, au-delà des récits officiels, la mémoire profonde est restée entre les mains des prisonniers rapatriés eux-mêmes. Beaucoup sont revenus physiquement et psychologiquement affaiblis. Leur corps reflétait la dureté du travail forcé, os saillants, séquelles permanentes,
maladies chroniques. Leurs esprits portaient le poids du traumatisme. Nuits de froid extrême, surveillance constante, mort quotidienne dans le goulag, cris pendant les interrogatoires, incertitude absolue quant à l'avenir. Certains ont réussi à s'adapter à la vie civile, à fonder de nouvelles familles et à reconstruire leur trajectoire professionnelle. D'autres sont restés piégés dans un état d'isolement émotionnel, incapables d'intégrer leurs expériences dans la vie quotidienne de l'après-guerre. Le silence persistait comme l'une des formes les plus répandues de gestion de la mémoire de la captivité. Le retour à la vie civile n'annulait pas l'expérience précédente. La superposition entre l'identité militaire, la souffrance du goulag et le besoin d'intégration sociale générait des tensions difficiles à verbaliser. Beaucoup d'officiers ont découvert qu'il n'existait pas de langage adéquat pour décrire ce qu'ils avaient vécu. Leurs récits étaient trop crus ou trop complexes pour trouver une écoute dans une société qui, des deux côtés de l'Allemagne, tentait de regarder vers l'avant. Même ainsi, l'expérience collective a laissé des traces profondes dans l'identité allemande d'après-guerre. L'existence de milliers d'officiers qui avaient survécu au camp soviétique a introduit un composant humain et moral qui compliquait les récits simplifiés sur la guerre. La figure de l'officier rapatrié ne s'intégrait pas facilement dans les schémas traditionnels de victime ou de bourreau. C'était un symbole inconfortable de l'ambiguïté historique. Quelqu'un qui avait participé à la machine militaire du Troisième Reich, mais qui avait aussi souffert sous un système répressif brutal. À l'heure actuelle, l'étude du destin de ces officiers révèle non seulement la dimension humaine de la captivité, mais aussi l'interaction entre mémoire, politique et silence en Europe. Leur histoire se situe à l'intersection de deux mondes qui se sont affrontés avec une violence extrême, le nazisme et le stalinisme. Dans cet espace intermédiaire, les officiers capturés sont devenus témoins d'une relation marquée par la haine, la méfiance et la vengeance. Leurs vies ultérieures, fragmentées par le traumatisme et conditionnées par les systèmes politiques où ils ont été accueillis, reflètent la complexité du XXe siècle européen. Le passage de ces officiers par l'Union soviétique ne doit pas être vu uniquement comme un épisode dans l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, mais comme un processus qui a mis en lumière des tensions profondes entre justice et vengeance, entre mémoire et manipulation, entre survie personnelle et interprétation historique. La mémoire de leur expérience, traversée par des silences, des contradictions et de la douleur, reste un rappel que la guerre ne se termine pas avec la signature d'une reddition. Elle persiste dans les corps, dans les esprits et dans les récits que chaque société construit pour donner un sens à ce qui a été vécu.